cœur de mon propos va être l'école arendtienne, de vous montrer que l'on peut l'appréhender à partir de 4 grandes caractéristiques, et puis dans le même moment de dessiner en creux le portrait de celui qui a pour tâche, pour mission de faire connaître le monde, c'est-à-dire de dessiner en creux le portrait du professeur. Et je donnerai souvent la parole à Hannah Arendt. Mais avant, je vais dire quelques mots sur la crise de l'école, car pour Hannah Arendt, notre école est en crise. La pensée arendtienne est une pensée inquiète. Et cette notion de crise a un sens bien particulier chez elle. Elle n'est pas un simple dysfonctionnement, elle n'est pas une simple perturbation. Arendt s'inspire de l'Antiquité grecque et plus précisément de la pensée médicale d'Hippocrate pour définir cette idée de crise. Et la crise pour Hippocrate est ce moment dans l'évolution d'une maladie où les choses peuvent soit empirer, se dégrader, soit au contraire s'améliorer et conduire à la guérison. Crisis en grec, le moment critique, c'est-à-dire le moment où les choses peuvent changer positivement comme négativement. Et donc l'école américaine est en crise au sens où elle est à un moment de bascule. Et cette crise ne regarde pas seulement l'école américaine, mais toutes les écoles de toutes les démocraties, car, nous dit-elle, on peut poser comme règle générale de notre époque que tout ce qui peut arriver dans un pays peut aussi, dans un avenir prévisible, arriver dans presque tous les autres pays. C'est-à-dire que ce qui arrive dans une démocratie libérale peut arriver, risque d'arriver, va arriver dans les autres démocraties libérales. Donc cette crise de l'école dépasse donc la seule société américaine. Et nous faisons fausse route pour 3 grandes raisons. La première raison est de croire qu'il existe un monde des enfants. Il y aurait un monde des enfants et dans la mesure du possible, on devrait le laisser se gouverner. Laisser les enfants se gouverner, quelle folie. Car, je cite Arendt, affranchi de l'autorité des adultes, l'enfant n'est pas libéré, mais soumis à une autorité bien plus effrayante et vraiment tyrannique, la tyrannie de la majorité. C'est-à-dire que l'autorité de l'adulte préserve de la tyrannie des pères qui sont toujours prompts à dicter, à imposer des normes, des modes, et on mesure ici toute l'actualité de son propos à l'heure des réseaux sociaux qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment. Mais surtout, arrêtons de penser l'enfance comme un groupe, comme un corps, comme une classe, comme une société. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas de société, il n'y a pas de groupe d'enfants qui seraient minorés ou opprimés par une classe d'adultes, par un groupe d'adultes ou par une société des adultes, comme si grandir n'était finalement rien d'autre que de se libérer de la tutelle aliénante et oppressante des adultes. Arrêtons de projeter le modèle marxiste de la lutte de classe sur le rapport adulte-enfant. Cela n'a pas de sens et cela nous empêche vraiment de comprendre ce qu'éduquer veut dire. Et à penser d'ailleurs l'enfance en termes de communauté distincte et opposable à celle des adultes, les modernes ne voient plus le sens du travail éducatif. Et ce que Arendt reproche à nos contemporains, c'est précisément de ne pas comprendre ce qu'éduquer veut dire et de ne pas percevoir la double dimension de la tâche éducative. Il y a bien sûr la vie, le développement, la découverte de l'environnement immédiat, pas besoin d'autorité, on peut suivre, accompagner l'enfant sur le chemin de son développement psychologique, physiologique, mais bien évidemment, on ne peut pas réduire l'éducation à cette dimension vitaliste. Il y a dans l'éducation une autre tâche qui est d'introduire l'enfant dans cet artifice humain qu'est le monde qui a une histoire,
et qui enferme des œuvres matérielles et spirituelles. Il y a donc dans l'éducation toujours une tâche de transmission qui est la tâche privilégiée de l'école et des professeurs qui en appelle à l'exercice d'une forme d'autorité. Car voyez-vous, on ne s'autorise jamais seul à être contemporain du monde. L'autorité n'est pas un vulgaire pouvoir, c'est ce qui autorise le nouveau venu à entrer dans le monde, à prendre sa place dans le monde et à y introduire la part de nouveauté dont il est porteur. Et c'est cette capacité, si je puis dire, à introduire de la nouveauté dans le monde qui atteste de sa liberté. Car la liberté, chez Arendt, c'est le pouvoir de commencer quelque chose dans le déjà-là du monde, c'est la capacité à initier quelque chose de nouveau dans le déjà-là du monde. La deuxième critique est que l'on va trop vite en besogne. Commençons par examiner les choses. Citons Arendt, sous l'influence de la psychologie moderne et des doctrines pragmatiques, la pédagogie est devenue une science de l'enseignement général au point de s'affranchir complètement de la matière enseignée. Primauté de la forme sur le fond, primauté des modalités sur le contenu, de la médiation sur les savoirs, du jeu sur le travail. On s'est surtout efforcé, ajoute-t-elle, de supprimer autant que possible la distinction entre le travail et le jeu au profit de ce dernier. L'école moderne oublie l'essentiel, les savoirs, et la baisse du niveau scolaire. Et là, il ne faut pas être grand clair. Arendt, vous le voyez, n'est pas une amie des pédagogies nouvelles, loin s'en faut, et elle regrette même que ces nouvelles pratiques aient été acceptées, je cite, de façon si servile et si peu critique, puisqu'en 25 ans, les méthodes traditionnelles ont pratiquement été congédiées sans la moindre forme de procès. La troisième critique est que ces nouvelles méthodes enferment, à bien les examiner, une profession de foi anti-intellectualiste. Disons-le avec Arendt, on ne peut savoir et comprendre que ce que l'on a fait soi-même. Et sa mise en pratique dans l'éducation est aussi élémentaire qu'évidente. Substituer autant que possible, le faire à l'apprendre. C'est ici la figure du pragmatiste John Dewey, promoteur du fameux Learning by Doing, qui est la cible de cette critique. Et il y a, pour Arendt, dans la posture de certains novateurs, un refus de l'effort, pire, une sorte de profession de foi anti-intellectuelle. L'étude, c'est toujours manipuler, c'est toujours fabriquer, c'est toujours bricoler, ça serait toujours expérimenter, l'étude serait toujours faire. L'école est en crise, voyez-vous, pour ces trois raisons. Et Arendt de nous alerter, une crise devient une catastrophe si nous y répondons par des idées toutes faites, par des préjugés. Einstein le disait déjà, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Alors, avant d'examiner des réformes ou des aménagements à introduire dans l'école, il faut impérativement répondre à deux questions. Quelle est la place de cette institution singulière et originale qu'est l'école? Et quel est le sens de cette institution originale et singulière qu'est l'école? Quelle place, quel sens? Et on peut retenir, telle est ma lecture d'Hannah Arendt, 4 caractéristiques pour définir ce lieu particulier et original qu'est l'école. On peut, me semble-t-il, retenir 4 caractéristiques pour définir ce lieu singulier et original qu'est l'école. Première caractéristique, l'école est le lieu où l'on présente le monde. Et dans la mesure où les jeunes, les nouveaux venus, les néoi sont comme des étrangers, puisqu'ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, il faut les y introduire. Il ne s'agit pas d'ouvrir sur
l'école sur la vie, comme certains l'ont dit un peu rapidement, mais sur le monde, pas sur la vie, mais sur le monde. Car, comme l'écrit Arendt, le rôle de l'école est d'apprendre aux enfants ce qu'est le monde et non pas leur inculquer l'art de vivre. Rappelons que le monde est un ensemble de productions, d'objets, de créations humaines, et ce sont aussi les discours, les réflexions, les pensées qui se nouent autour de ces créations, de ces objets fabriqués de main d'homme. Le monde est entre les hommes. Le monde est entre les hommes, il est comme cette table qui relie et sépare, sépare et relie les convives. Là où il y a communauté humaine, il y a monde. Et là où il y a monde, il y a communauté humaine. Un monde sans homme est tout simplement une contradiction dans les termes. Et le génocide juif est bien un crime contre l'humanité, puisque c'est cette effrayante tentative de vouloir faire disparaître un monde qui est toujours un construit fragile dont il faut prendre soin. L'école, lieu où l'on présente le monde, lieu où l'on explique le monde, est donc un espace intermédiaire. Et c'est ce qu'avait déjà souligné Hegel dans son discours du 2 septembre 1811. L'école, nous dit Hegel, est une sphère médiane. Elle se situe entre la famille et le monde effectif et constitue le moyen terme assurant la liaison de celle-là, de la famille, à celui-ci, le monde effectif. Voilà ce que nous dit Hegel, elle se situe entre la famille et le monde effectif. L'école est entre l'affectif et l'effectif. Et Arendt fait écho à ce propos. Normalement, et Arendt, c'est à l'école que l'enfant fait sa première entrée dans le monde. Or, l'école n'est en aucune façon le monde et ne doit pas se donner pour tel. C'est plutôt l'institution qui s'intercale entre le monde et le domaine privé qui constitue le foyer, qui s'intercale, qui se cale entre. L'école est entre l'oikos, l'agora et l'ecclésia, et précisément parce qu'elle sépare et articule ces trois espaces, le domestique, le social et le politique, elle ne saurait être réduite à aucun de ces trois espaces. Espace intermédiaire, donc, l'école. Elle organise le passage. Et en ce sens, le professeur est un médiateur entre le monde et le nouveau venu, entre les anciennes et les nouvelles générations, entre le passé et le futur, d'où le titre original de son livre, publié en 61, Between Past and Future, étonnamment rebaptisé dans l'édition française La crise de la culture. Oui, le professeur est un médiateur, voilà le premier élément qui le définit. Medius, qui est entre, qui rapproche, resserre, relie. Nous sommes ici sous le signe du lien, de la liaison, de ce qui articule ce qui se donne d'emblée comme disjoint indépendant. La médiation n'est pas un résultat, c'est un process. Mieux, c'est une activité. Professer, c'est ménager des voies d'accès et de passage. Professer, c'est tracer des chemins et des itinéraires. Professer, c'est travailler à rendre le monde plus proche, plus familier et les savoirs plus accessibles. L'école, un conservatoire culturel, telle est la deuxième caractéristique. L'école, un conservatoire culturel. Conservatoire est le bon mot, car il y a deux lignes de sens dans ce mot conservatoire. Celle de sauvegarder, de préserver, et celle de promouvoir. Et donc l'école est bel et bien un conservatoire. Il me semble, écrit Arendt, que le conservatisme pris au sens de conservation est l'essence même de l'éducation. Alors pour bien comprendre cette affirmation, il me semble que le conservatisme pris au sens de conservation est l'essence même de l'éducation,
il faut comprendre deux idées qui sont intrinsèquement liées dans sa pensée. Et la première est que l'on enseigne toujours un monde déjà passé. Oui, on enseigne toujours un monde déjà dépassé. Au fond, écrit Arendt, on n'éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds ou sur le point d'en sortir. Car c'est le propre de la condition humaine que le monde soit créé par des mortels afin de leur servir de demeure pour un temps limité. Pour un temps limité, car le monde que l'on enseigne ne sera pas tout à fait celui que les nouveaux venus vont habiter. Mais ne soyons pas trop inquiets, les nouveaux venus, du fait de la natalité, ont cette extraordinaire capacité à introduire de la nouveauté dans le monde qu'on leur confie. En ce sens, voyez-vous, les hommes ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover, comme elle le dit fortement dans Conditions de l'homme moderne, prenant ici ses distances avec son maître Heidegger. Oui, les hommes ne sont pas nés pour mourir, mais pour innover. Mais vous voyez bien que les nouveaux venus ne peuvent innover que parce que le monde dont ils héritent est précisément plus vieux qu'eux. Il y a une dialectique de l'innovation et de la conservation dans la pensée arendtienne. C'est justement, écrit-elle, pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. Elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire comme un ferment dans un monde déjà vieux. Les éducateurs, et c'est leur seconde caractéristique, sont des représentants du monde. Sont des représentants du monde tel qu'il est, car il n'y aurait rien de pire finalement que de se servir de la jeunesse pour faire advenir le monde dont on rêve et que l'on est incapable de faire advenir soi-même. Il n'y aurait rien de pire finalement que de se servir de la jeunesse pour faire advenir le monde dont on rêve et que l'on est soi-même incapable de faire advenir. Rien de pire que d'instrumentaliser la jeunesse à nos propres fins. C'est bien pourtant ce que font les régimes totalitaires, s'occuper de la jeunesse pour contrôler un avenir qui menace de leur échapper et qui, par bonheur, finit toujours par leur échapper. Car s'il est une chose, voyez-vous, que l'on ne peut pas enseigner, c'est bien le futur. Il s'invente en direct, tout comme le chemin s'esquisse en cheminant. Et pourtant, vous me direz, on ne compte plus les prédicateurs, les devins et autres prophètes, ces charlatans de l'avenir qui nous vendent des futurs tout faits, parfois même des futurs qui les arrangent. Ces charlatans de l'avenir, comme le disait Spinoza, ne pensent pas mieux, ils ont tout simplement un peu plus d'imagination. La troisième caractéristique, l'école, un lieu pré-politique. Et cette notion de pré-politique est abordée à plusieurs reprises dans la crise de la culture et également dans Conditions de l'homme moderne au chapitre 2. Ce lieu où le monde est présenté, ce lieu où le monde est expliqué, l'école, est un lieu pré-politique. C'est-à-dire, pré-politique signifie que c'est un lieu de préparation, d'initiation. C'est un lieu en amont, pré, et donc qui précède et qui ouvre sur d'autres espaces. L'école est en ce sens un espace propédeutique. Mais pré-politique signifie aussi que les relations au sein d'un tel espace sont toujours dissymétriques. Ne disons pas inégalitaires, mais dissymétriques, car ce dénivelé n'est pas de nature économique, de nature sociale ou politique, mais ce dénivelé est de nature anthropologique. Et donc la notion de pré-politique enferme donc deux caractéristiques, l'antécédence et la dissymétrie. Dissymétrie parce que antécédence.
et donc le professeur n'est pas à proprement parler au-dessus, il est surtout en avance. Il est toujours déjà là. Il accueille. C'est sa troisième caractéristique, l'hospitalité. La relation éducative appelle donc de manière légitime l'exercice d'une forme d'autorité dont Theodore Mommsen disait que Hannah Arendt reprend, parlant de l'autorité, qu'elle est plus qu'un conseil et moins qu'un ordre. Mais ce qu'il faut noter, c'est que l'autorité du professeur, et nous le comprenons maintenant, n'est pas seulement son savoir et son expertise, même si son savoir et son expertise comptent, bien évidemment, mais aussi le fait qu'il est un témoin du monde. L'autorité de l'éducateur, dit-elle, et les compétences du professeur ne sont pas la même chose. Quoiqu'il n'y ait pas d'autorité sans une certaine compétence, celle-ci, si élevée soit-elle, ne saurait jamais engendrer d'elle-même l'autorité. La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres, mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. Vis-à-vis de l'enfant, c'est un peu comme s'il était un représentant de tous les adultes qui lui signalerait les choses en lui disant « voici notre monde ». La dissymétrie, donc, fruit de l'antécédence, c'est ça qu'il faut bien comprendre, marque la nécessité de l'autorité. Et l'abandonner, l'autorité, serait s'en remettre à la coercition ou à la manipulation. Vous voyez la métisse rousseauiste, par exemple. Or, le problème dans nos sociétés est gagné par ce que Tocqueville, qu'elle cite souvent d'ailleurs, dans nos sociétés gagnées par la passion de l'égalité, selon la belle formule de Tocqueville, l'autorité semble être contestée dans son principe même. Alors, quelle autorité à l'école à l'heure de la démocratie? Voilà une question que pose en creux la philosophie arendtienne, question à laquelle Camille s'est attelée dans son beau travail de thèse. Voilà. De même, on l'aura compris, dire de l'école qu'elle est une démocratie est tout aussi stupide que de dire que l'hôpital est un empire ou que la famille est une monarchie constitutionnelle, car c'est appliquer des catégories politiques à un espace qui, par définition, par essence, n'est pas un espace politique, mais est un espace pré-politique. Dire de l'école qu'elle prépare à la démocratie est dire une chose, mais dire qu'elle est déjà une démocratie, c'est en dire une autre. C'est en dire une autre. Voilà la quatrième et dernière caractéristique. L'école, une institution publique, protectrice. Voilà la quatrième et dernière caractéristique. Dire de l'école qu'elle est une institution publique, c'est dire deux choses. C'est d'abord dire qu'elle est ouverte à toutes et à tous. Elle n'est pas une institution close. Elle n'est pas une institution réservée à quelques élus, à quelques privilégiés. Dire de l'école qu'elle est une institution publique, c'est aussi dire qu'elle n'est pas sous tutelle privée, mais qu'elle est sous la responsabilité de la puissance publique. Mais l'école, institution publique, n'ayons pas une paire de lunettes trop grosses, n'est pas pour autant un lieu public. Oui, l'école, institution publique, n'est pas un lieu public. Et le terme public employé dans l'expression lieu public mérite à son tour quelques précisions. Public signifie ici ce qui est commun, ce qui est partageable, et c'est parce que c'est la propriété de personne qu'un espace public, tout le monde peut en jouir. Voilà, la belle place Stanislas à Nancy n'est la propriété de personne, et c'est précisément parce qu'elle est la propriété de personne que tout le monde peut en jouir, peut en bénéficier. Donc est public ce qui est la propriété de personne, et n'étant la propriété de personne, elle est à la jouissance de toutes et de tous. Mais public signifie aussi, dans l'expression lieu public,
ce qui peut être vu et entendu de toutes et de tous, c'est-à-dire ce qui peut faire l'objet d'une publicité. Ce qui caractérise la sphère publique de ce point de vue est la mise en lumière. Un lieu public, c'est un lieu exposé, donc, qui nous invite, qui nous oblige sans cesse à répondre de nous-mêmes et de nos actes. L'école publique n'est pas un lieu public, précisément en raison de cette seconde caractéristique. Car il faut protéger l'enfant contre la lumière impitoyable du domaine public. Il faut protéger l'enfant. Le nouveau venu est donc non seulement, vous le voyez, un être nouvellement arrivé qui arrive dans un monde qui lui est étranger, mais il est en même temps un sujet fragile en devenir à protéger. Et Hannah Arendt ne manque pas d'ailleurs de soulever la contradiction des modernes qui d'un côté déclinent de plus en plus finement la spécificité de l'enfance et qui de l'autre ne cesse de vouloir ouvrir l'école sur le monde des adultes. Je la cite, « Comment a-t-on pu exposer l'enfant à ce qui plus que tout autre caractérise le monde adulte, c'est-à-dire à la vie publique, alors que l'on venait de s'apercevoir que l'erreur de toutes les anciennes méthodes avait été de considérer l'enfant comme un petit adulte. » Donc on est dans ce paradoxe où on décline l'enfance de manière de plus en plus fine, il y aurait des habits d'enfants, il y aurait un langage des enfants, et dans le même moment, on voudrait ouvrir ce monde sur ce qui lui est le plus étranger, la vie publique. L'école a pour tâche de protéger l'enfant. L'école a pour tâche de protéger l'enfant de la vie publique dans ce qu'elle peut avoir de plus cynique et de plus cruel. Anna parlerait, comme Camille, d'autorité bienveillante, assurément. Mais l'école ne protège pas seulement l'enfant de la dureté de la vie publique, l'école protège aussi le monde contre la sauvagerie native des nouveaux venus qui ne connaissent pas encore la valeur des œuvres qui peuplent ce monde. Oui, c'est une double protection. L'école protège l'enfant contre le monde, mais en même temps, elle protège le monde contre la sauvagerie native des nouveaux venus. Car qui n'est pas passé à l'école, vous voyez, qui n'a pas découvert la valeur des créations qui peuplent le monde, peut détruire les Bouddhas de Bamiyan, brûler Van Gogh et Picasso, ou encore détruire à coups de mortier la sublime cité de Palmyre. Car qui n'est pas passé à l'école peut se comporter comme ces sauvages de Louisiane dont parle Montesquieu dans De l'esprit des lois. Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l'arbre au pied et cueillent le fruit. Oui, malus puer robustus est, malus puer robustus est, comme disait Thomas Hobbes, le mal, c'est l'enfant ignorant devenu robuste. Citons-la une dernière fois. L'enfant a besoin d'être tout particulièrement protégé et soigné pour éviter que le monde puisse le détruire, mais ce monde a aussi besoin d'une protection qui l'empêche d'être dévasté et détruit par la vague des nouveaux venus qui déferlent sur lui à chaque nouvelle génération. Protéger n'est pas un vain mot dans la pensée d'Hannah Arendt. Et je voudrais conclure non en célébrant Hannah Arendt, même si j'ai une grande admiration pour son œuvre, mais en lui adressant une critique. Dans un travail que je viens de terminer et que j'ai intitulé, c'est pas très original, j'en conviens, L'école des Lumières brille toujours, j'examine les 5 grands défis de l'école de demain. Car il me semble que l'école de demain aura 5 grands défis à affronter. Alors, les 3 premiers, le défi de l'hospitalité. Rendre l'école plus hospitalière. En faire un lieu de vie et d'études et de vie. Et pour parler avec la philosophe Corinne Pelluchon, introduire un peu plus de convivence dans l'école. Voilà le premier défi. Le second défi, rendre l'école plus efficace.
car vous le savez, ces résultats sont dans l'ensemble médiocres, voire en dessous de la moyenne. Si vous regardez l'ensemble des enquêtes de Teams à Pearce, en passant par PISA et bien d'autres, toutes les enquêtes convergent pour montrer que les résultats de l'école française sont très moyens, voire en dessous de la moyenne. Donc, il y a un défi d'efficacité pour l'école française, indiscutablement. Il y a un défi de justice, assurément. La critique bourdieusienne, qui a une cinquantaine d'années maintenant, dans la reproduction, et même un peu avant, en 64, dans les héritiers, a encore sa pertinence. Il faut, pour faire un beau parcours dans l'école, plutôt être bien né, reconnaissons-le. Alors, ces trois défis, je les appelle structurels parce qu'ils sont consubstantiels à l'école républicaine. L'école républicaine voulait accueillir tout le monde, toutes et tous, transmettre des savoirs, et puis évidemment soucieuse de l'égalité des chances. Et donc, ces défis sont des défis sans cesse continués, sans cesse repris, sans cesse poursuivis. Et j'ajoute à ces trois défis, que j'appelle donc structurels, deux défis nouveaux qui sont apparus ces 2 dernières décennies. Le défi de la post-vérité, évidemment, l'école exposée à des théories complotistes, des fake news, des délires intellectuels, et on le voit évidemment déjà arriver dans le secondaire, et puis le défi du vivant. Et je voudrais insister sur ce dernier défi, le défi du vivant. Nous ne cessons d'abîmer la maison qui nous héberge. Et en ce sens, la politique n'est pas seulement prendre soin du monde, comme le dit Hannah Arendt, c'est aussi prendre soin du vivant. Et ce dernier défi nous invite, c'est ce que j'explique dans ce que j'espère deviendra un petit livre, à repenser notre rapport à l'altérité. Ce défi du vivant nous invite à repenser notre rapport à l'altérité, à repenser notre rapport à tout ce qui est autre que nous et dont nous dépendons pour vivre. Et il me semble que c'est l'opposition monde-vie qui pose problème dans la philosophie arendtienne. Il y a bien le monde, l'ensemble des œuvres matérielles, spirituelles, qui fournit un cadre de vie. Il y a bien la vie comme process, comme flux incessant, qui ne cesse de se régénérer, naturans. Mais entre le monde et la vie, il y a le vivant, natura naturata. Et si le monde nous accueille, c'est bien le vivant qui nous héberge. Il n'y a pas que le monde, donc, que nous laissons derrière nous en mourant. Il y a aussi le vivant. Il y a aussi le vivant. Et nous avons également un devoir de protection à son endroit. Le dualisme arendtien ne nous donne peut-être pas toutes les armes conceptuelles pour penser le défi du vivant. Il s'agit toujours de penser l'école, et je terminerai en disant cela, comme un conservatoire, mais de donner à ce terme un sens plus ouvert, car il ne s'agit plus aujourd'hui, nous le voyons bien, de seulement sauvegarder le monde. Non, il ne s'agit plus